Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Alain, c'est une émission qui vous met au parfum de l'actualité, de tous les faits qui ont marqué l'actualité en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, comme vous le savez très bien, le gouvernement a levé le moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Une question qui aujourd'hui fait couler de l'encre et de la salive, bien que certaines personnes salient cette initiative du ministère de la Justice en République démocratique du Congo. Mais d'autres disent ne pas en tout cas être d'accord, d'autant plus que les droits de l'homme ne seront pas respectés. Alors, mesdames, messieurs, nous avons choisi ce sujet pour vous en parler et j'essaierai avec le chef de Dujo provincial de la jeunesse en province du Nord Kivu, Guy Kibirandole. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, de partout dans le monde. Voilà, je rappelle que, en tout cas, vous faites tout pour que la jeunesse trouve sa place ici en province du Nord Kivu. Il est de mon devoir, déjà en tant que président honoraire de la jeunesse au Nord Kivu, avec plusieurs rôles joués au niveau national et au niveau de la région du Grand Lac, que ce soit dans la CPGL comme dans la CIRGL, où j'assume encore des responsabilités comme point focal de la jeunesse de la CIRGL, qui est la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, mais aussi par la suite, et après mon élévation comme chef de division de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, il est tout à fait normal que je me comporte de la sorte pour chercher le bien-être, le plein épanouissement de la jeunesse congolaise partout où j'estime que l'on peut obtenir gain de cause. Voilà, Guy Kibira, c'est en tout cas une parenthèse. Nous apprenons que vous faites des actions aujourd'hui en faveur de la jeunesse, surtout la jeunesse déplacée, cantonnée dans différents cas autour de Goma et dans la ville de Goma. On ne sait pas, en quelques mots, comment ça évolue votre encadrement de cette jeunesse? Eh bien, ce que j'ai fait aujourd'hui dans les camps de déplacés de guerre, au Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma et autour de Goma, est une exécution de la volonté du gouvernement congolais au travers le ministre de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale au pays, à la personne du docteur Yves Bonkoulouzola, et le partenaire du gouvernement qui est l'UNICEF, qui est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, parce que c'est depuis pratiquement le 12 avril 2023 que le PETER a été signé entre ces deux parties prenantes. Et moi, je me trouve être en train d'exécuter cette volonté du gouvernement congolais avec son partenaire dans les camps de Boulengo, Roussayo 1, Roussayo 2, Lushagala, Chabindu, Bouchagara, Mouja, Kanyaruchinya et Dombosco Ngangi jusqu'à ce jour. Je suis déjà dans 9 camps. Et qu'il y a d'autres camps qui n'ont pas encore été touchés, tels que les camps qui se trouvent dans le site à Kojenoki, à côté de l'hôtel Caribou. Oui. Il y a des sites qui sont, par exemple, vers Nzulo. Il y a un nouveau site qui venait de se créer au niveau de CBK, à côté, en diagonale même de Lushagala, dans le quartier Mugunga. Il y a plusieurs camps qui venaient de s'ajouter sur ce que je venais de citer, qui ne sont pas encore touchés. Nous sommes en train de faire des plaidoyers, mais aujourd'hui, nous avons déjà touché de manière directe 1000 jeunes qui sont formés, informés, éduqués, équipés, capacités, et même aujourd'hui, ils ont reçu des kits de démarrage dans les filières qu'ils ont choisies, la pâtisserie, la coupe et couture, beauté et coiffure, savonnerie. Et aujourd'hui, ils ont choisi également d'apprendre l'informatique. Je viens d'ouvrir des centres de réinsertion socio-professionnelle pour qu'ils apprennent l'informatique couplée à la NTIC, puisque aujourd'hui
les nouvelles technologies de l'information et des communications s'imposent pour que les gens s'adaptent. Et cela, c'est sur fonds propres du gouvernement congolais ou bien vous avez des partenaires? Bien sûr que c'est avec les fonds, d'une part, du gouvernement congolais et de l'autre, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est pourquoi je vous parle de l'UNICEF qui nous accompagne dans ces travaux. Et donc, nous sommes en train de faire notre devoir là aussi, il n'y a pas de quoi s'inventer, c'est tout à fait normal, c'est un devoir que nous sommes en train d'accomplir. Voilà, merci beaucoup Guy Kibira. Comme c'était une parenthèse, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. La République démocratique du Congo a décidé de reprendre les exécutions des peines capitales, notamment contre les militaires coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain, entraînant ainsi mort d'hommes. Cette décision notifiée dans une circulaire signée mercredi 13 mars par la ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo, sur la levée des moratoires sur l'exécution de la peine de mort datée de 2023, précise les textes. Donc, elle a lié à peu près de nouvelles offensives des rebelles du M23 appuyées par l'armée rwandaise ici en province Nord Kivu, à Goma également. Alors, Kikibira, c'était en 2023 que cette décision a signé, mais cette fois-ci, c'est en 2024 que les moratoires viennent d'être levés. Alors, je ne sais pas, quelle analyse vous pouvez faire d'abord par rapport à ça? Bon, je pense avant de rentrer dans cette question du moratoire sur la peine de mort, il faut rentrer dans les fondamentaux. Et c'est quoi les fondamentaux? C'est que quand vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, un outil du niveau international, je dirais bien plus du niveau mondial, auquel nous sommes partie prenante comme pays, la République démocratique du Congo, nous lit tous. Et lorsque vous les lisez, déjà en ce premier article, la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre la sacreté de la vie humaine. C'est de là que tout part. C'est-à-dire que tous les États membres, parties et membres, sont censés s'assurer dans leur politique publique de l'État, veiller à ce que les gens puissent bénéficier de cette disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la sacro-saint de la vie humaine. Mais alors, quand on dit la vie humaine est sacrée, c'est la vie humaine de qui? De tout sujet, de tout être humain. Le problème vient se poser maintenant, après, lorsque on a affaire à des sujets qui choisissent comme profession le banditisme. La trahison aussi. Le banditisme, la trahison, la contrebande, n'est-ce pas? Et beaucoup d'actes non recommandés qui, malheureusement, aboutissent à ce qu'on mette fin à la vie des autres. La question qu'on se poserait serait de savoir, est-ce que les bandits des grands chemins, les assassins, n'est-ce pas, sont-ils épargnés de cette disposition? Ou cette disposition est-elle venue pour couvrir leurs sales besognes? Parce qu'il n'est pas normal, vous et moi sur ce plateau, en train de faire ce travail d'éveil de conscience, d'éclairer l'opinion, que quelqu'un vienne
bien armés. Prenons par exemple les pays, les grandes puissances, où par exemple le port de l'arme est autorisé par tous pour sa sécurité personnelle. Oui. Vous comprenez jusqu'où les autres sont allés. On comprend que le banditisme est tellement élevé et qu'il faille que dans le cadre de légitime défense, que les gens se munissent de leurs armes, bien contrôlées, bien certifiées, bien suivies même, donc bien identifiées, puissent se protéger en cas des situations de légitime défense. Et bien celui-là, qui serait muni d'une arme et qui viendrait sur ce plateau, vous fusillez, mettre fin à notre vie, que celui-là soit finalement protégé par des dispositions qui rendent sacrée la vie humaine. La question maintenant se pose, est-ce que c'est la question, c'est la vie humaine du bourreau qui est sacrée au détriment de nôtres, nous, les activistes des droits humains, nous, les activistes de la démocratie, nous, les activistes du bien-être. N'est-ce pas? C'est là la vraie question. Voilà pourquoi, à un certain moment, on s'est dit, non, il faut faire la nuance. Comme on dit, hein, au travail égal, salaire égal, à quelqu'un qui s'obstine, n'est-ce pas, à faire des assassinats, qu'on lui inflige la même peine. Vous comprenez? Je me rappelle ici à Goma, à l'avènement de l'AFDEL, Mzee Laurent Désiré Kabila, dont je salue, arrive à Goma et constate le taux du banditisme qu'il y avait déjà avec le régime de Mobutu, du temps des Zaïre. Beaucoup de contingents étaient ici à Goma. Beaucoup de militaires, beaucoup de régiments, beaucoup d'unités, à telle enseigne qu'il y avait déjà une circulation d'armes accrue. C'est comme c'est le cas aujourd'hui en ville de Goma. Comme c'est le cas aujourd'hui. Cette situation a rendu difficile la tâche de Mzee qui voulait rétablir l'ordre. Et bien Mzee Laurent Désiré Kabila, à son temps, il va instituer une disposition telle que celui qui tue quelqu'un, on l'amène au stade. C'était une façon de dire, si on amène au stade, si on amène quelqu'un au stade, ce n'est pas pour le foot, ce n'est pas pour le basket, ce n'est pas pour les activités cyclistes, n'est-ce pas, les coureurs ou autres, non. C'est pour le pendre et le pendre devant témoins, devant public, devant ses parents, devant ses voisins, devant ses amis. En fait, tout le monde est invité. C'est une audience publique où on lit la sentence, la décision qui est prise contre cette personne, qu'on va mettre sur un poteau. On prend les militaires, bien apprêtés pour cela, pour exécuter la personne. Et cet acte avait plusieurs rôles. Un, c'est de soulager la famille de la victime qui serait tuée par les bourreaux, qui est condamné à mort. Deuxième des choses, c'est d'une manière ou d'une autre rendre justice à ceux-là qui sont lésés. Et pour la troisième fois, l'acte vient servir d'exemple pour d'autres qui seraient tentés de poser un acte de ce genre. N'est-ce pas? De se dire, voici le châtiment qui est prévu pour celui qui commet tel ou tel autre acte. Et que donc, à cause de cette disposition, de ces mesures-là, nous avons assisté à une réduction très remarquable du banditisme urbain en ville de Goma. Je connais personnellement des gars de mon quartier qui ont fui Goma.
quand le RCD n'était pas encore bien implanté ailleurs. Les gens ont fui Goma pour aller à d'autres. Je parlais de l'AFDEL. Est-ce que c'était seulement Goma? Non, je parle des espaces où l'AFDEL était déjà, avait déjà occupé. Exactement. Et moi, je parle de Goma puisque ils ont commencé par Goma. Par Goma, oui. À l'époque, on devait se servir des châtiments qu'il fallait au bourreau pour que ça serve d'exemple et que d'autres citoyens se comportent en bons citoyens, qu'ils évitent des actes répressifs, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, je rappelle au fait ça pour montrer à ceux-là qui hésitent encore par rapport à cette disposition que c'est ce qu'il nous faut au regard du contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte actuel est tel que nous avons décrié le fait que la guerre vient de durer pendant très longtemps. Et c'est tout à fait normal parce que lorsque vous voyez ce que les pays voisins, précisément le Rwanda et l'Ouganda, ont favorisé dans notre pays, la RDC, c'était que à l'entrée de l'AFDEL, ils pensaient que, comme alliés directs de Mzee, ils allaient régner à maître au Zaïre. Rappelez-vous, c'est à cette époque que un sujet rwandais, un officier supérieur du Rwanda, a été à la fois officier supérieur et commandant des forces rwandaises, et à la fois chef d'état-major général en République démocratique du Congo. Je suis en train de parler de James Kabarebe. Ça, c'est se moquer. Vous comprenez? C'est se moquer des Congolais, comme si nous, on ne jouissait plus de notre souveraineté. Un pays souverain dont les commandements des opérations, des unités, les services de souveraineté, s'il faut le dire, sont dirigés par un chef d'état-major d'un autre pays qui est le Rwanda. Allez-y comprendre. Et c'est ça, ce qui a poussé Mzee Laurent Désiré Kabila, je dois souligner ça, pour ceux qui ne le savent pas, d'adopter l'attitude quelque part belliqueuse. Beaucoup de gens parlent de Mzee comme un voyou, comme un ivrogne. Non. Mzee, c'était un Congolais averti, expérimenté, à telle enseigne qu'il a adopté l'attitude irresponsable pendant la lutte pour qu'il arrive jusqu'à Kinshasa en restant le commandant des opérations. Mais donc le patron de l'AFDEL. C'était une attitude inacceptable, mais qui a sauvé. Oui, mais qui a sauvé. Oui. Attention, aujourd'hui les gens parlent de Lumumba, c'est bien bon. Mais Lumumba, lui, s'est refusé. Il a été extrémiste, quelque part. Il a été direct. Il n'est pas parti par des chemins, par des chemins détournés pour arriver à ses fins. Non, lui, il était direct. L'approche de Mzee et de Lumumba diffère par le fait que Mzee a utilisé de la ruse, la malignité, pour se maintenir à la tête de ce mouvement, l'AFDEL, jusqu'à prendre Kinshasa, pendant qu'il était encore patron. Pourquoi? Pour qu'il soit sûr qu'à l'arrivée à Kinshasa, chef-lieu du pays, il reste le patron de ce mouvement. Parce qu'il y avait lieu qu'on les tue avant la prise de Kinshasa. Vous savez ce qui est arrivé ici avec les RCD à Goma. Quand ils ont su, après négociation à Sun City, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le président du RCD. Vous vous rappelez? Ce n'est plus... à l'époque, c'était qui le président pendant les négociations? C'était vraiment un Congolais. Les noms m'échappent, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... Je pourrais me rappeler, je vais y revenir. Mais on l'a remplacé par Rubero. Oui, Azarias. Azarias Rubero, la veille des prises de responsabilités après le partage du pouvoir à Sun City. Adolphe Onusumba, voilà, c'est ça. Qu'on a remplacé, qui était le patron du RCD. Après négociation, lorsqu'ils ont compris qu'il fallait prendre des grandes responsabilités, jusqu'à prendre la vice-présidence, c'est là qu'ils ont changé. On a mis Onusumba de côté. On a pris Azarias. On a pris Azarias. Et eux-mêmes savent pourquoi, je m'excuse. Hein.
Eux-mêmes savent pourquoi. Ah, et vous en savez la suite, vous en connaissez la suite. Vous connaissez l'histoire de Gatumba, la veille de tout cela. Ok? Aujourd'hui, je reviens sur ce qui s'est passé avec Mouzé, qui lui s'est fait bête, et les autres étaient très sûrs que c'était vraiment quelqu'un qui n'avait pas d'ambition, qui était là, qui se contentait de l'autoko et consort. Écoutez, il pouvait même chier sur lui, je m'excuse, pour toujours persuader ses compagnons qui n'a pas intérêt dans ce qui s'est passé, mais arrivé à Kinshasa, et a tout compris que ses alliés avaient d'autres intentions qui n'allaient pas dans les aspirations des Congolais, des Zaïrois à l'époque. Il s'est autoproclamé. Et là, il a imposé la loi, sa loi. C'est pour dire que si on avait laissé Mouzé Laurent Désiré Kabila, si on ne l'avait pas tué, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis sûr qu'il allait imposer cette disposition sur l'étendue du territoire national et on n'assisterait pas à ce qui s'est passé à Kamina Sampou, voilà. On n'assisterait pas à ce qui s'est passé dans le Congo central avec les gars là qui venaient de décéder, l'honorable là. Le Christian. Non, je parle du vieux. Mwanansemi. Et beaucoup d'autres cas qui sont en train d'être vécus ici. Vous connaissez pourquoi est-ce que nous avons beaucoup de banditisme dans l'armée et beaucoup de cas de traîtrisme? C'est parce que à l'entrée de l'AFDEL, déjà il y a eu les premières infiltrations. À l'entrée du RCD, il y en a eu, c'est la deuxième vague. Et beaucoup de concepts que nous avons appris ici en termes de mixage, de brassage, je ne sais pas tous ces concepts que vous connaissez. Chaque opération et chaque mouvement a infiltré des gens que nous ne savons pas contrôler, qui sont partagés entre des pays, dont les intérêts sont partagés entre des pays, la RDC et les pays qui les ont envoyés. Donc ils sont des mannequins, ils sont des gens qui sont ici pour filer les autorités congolaises et même les services de souveraineté tels que l'ANR. Vous savez qu'à chaque demande, dans chaque revendication des mouvements rebelles soutenus par le Rwanda, ils demandent des postes à la présidence, ils demandent des postes à la primature, ils demandent des postes dans la vice-primature, ils demandent des postes à la DGM, dans l'ANR, dans tous les services spécialisés, sans compter l'armée et la police, où ils envoient, ils déversent leurs éléments, mais qui viennent avec des missions. Alors, Guy Kubira, on prend aujourd'hui le contexte actuel dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu. Vous, je vous connais comme un acteur des droits humains, si je ne me trompe pas. Alors, aujourd'hui, passer à l'exécution, est-ce que cela ne viendra pas frustrer la population? Si pas seulement la population, c'est militaire aussi. Mais bien, on peut dire que cette mesure est salutaire dans le sens où il y a certains militaires qui aujourd'hui se mécomportent, qui font des actes contraires à la déontologie. Alors je ne sais pas comment vous trouvez, vous personnellement, et par rapport à cette population aujourd'hui frustrée, et que cette mesure soit appliquée. Bon, vous dites, vous me connaissez comme un acteur de défense des droits humains. C'est vrai. Mais est-ce que un acteur des droits humains va rester spectateur face à un contexte où un groupe de gens choisissent délibérément de mettre fin à des vies humaines dans ce qu'on appelle 40 voleurs. Nous sommes à Goma. Nous sommes à Goma. Exactement. À Goma où les gens peuvent bien s'organiser à un nombre de minimum de 40, où lorsqu'ils décident de venir te visiter, ils placent peut-être 2-3 personnes devant les portes de vos voisins pour s'assurer qu'ils fassent leur opération et qu'ils dévalisent votre maison, qu'ils chargent les biens meubles de votre maison dans un véhicule, ils les emportent et aujourd'hui vous avez vu les marchés pirates se multiplier et en bonne santé. Donc quand vous allez dans les marchés pirates à Goma, non seulement ils sont nombreux, mais vous y trouvez des biens de valeur.
sans manifeste, sans facture de la maison grossiste où ils se seraient approvisionnés. Puisque, et comme détaillant, ils devraient ne fût-ce qu'avoir la facture des biens qu'ils ont commandés à X ou Y maison qui les aurait, n'est-ce pas, fournis. Mais eux, ils n'en ont pas. C'est un marché de gré à gré, des arrangements. Mais vous ne savez pas les biens sont venus d'où. Et très souvent, vous savez que nous avons des cas de receleurs ici en ville de Goma où les gens achètent un bien, mais un bien qui appartenait à quelqu'un d'autre, mais il a acheté des mains d'une autre personne. Quand vous enquêtez plus, vous vous rendez compte qu'il a acheté dans un marché pirate. Quand vous rentrez là-bas, très souvent, je m'excuse, vous trouvez que celui qui a vendu, ce soit l'épouse d'un militaire ou d'un policier. La situation se complique. Vous vous rendez compte? Puisque quand vous allez justement dans les marchés pirates, vous y trouvez les épouses des militaires, pour la plupart des cas. Ce sont les épouses des militaires, soit leurs cousines, soit leurs enfants, leurs filles, soit leurs garçons. Du coup, ça devient un conflit entre des civils et des militaires. Et ceux-là qui ne veulent pas de problème, ils abandonnent tout simplement. Ou alors quand vous allez à la police, vous trouvez un policier en train de juger, ou d'instruire un dossier dont l'épouse de son ami est impliquée. Et ils vous font marcher. Vous pouvez faire un mois en train de faire le suivi. Vous n'obtiendrez jamais gain de cause. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est par rapport au bien. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant les opérations? Ils tuent. Exactement. Ils tuent les gens. Mais quand ils tuent les gens, à eux, il faut se rappeler qu'on ne doit pas appliquer la peine de mort. Mais celui-là qu'on a tué, lui, sa vie n'est pas sacrée. Non, c'est pour rappeler tout simplement que quand on parle de la du principe sacro-saint de la vie humaine, la vie étant sacrée, puisque même quelqu'un qui est mourant aux soins intensifs, il a encore besoin de la vie. Quelqu'un m'a toujours dit qu'une seconde avant la mort, c'est la vie. Vous comprenez? Une seconde avant la mort, le statut de cette personne, c'est que c'est une personne vivante qui mérite d'être protégée. Vous ne pouvez pas venir retirer les bonbons, les appareils aspiratoires pour dire il est mourant dans les minutes qui vont suivre, il va mourir, retirons ça. Non. C'est finalement vous qui commettez un acte suicidaire. C'est vous qui commettez le meurtre, finalement. Bref, je suis en train de rappeler que ce principe est autant valable pour les bourreaux que pour des sujets normaux. Mais alors, pour les bourreaux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'ils cessent de faire ces actes? Parce que le mal, c'est quoi? C'est que ceux-là qui ont compris que le système congolais, par exemple, est tel que, en lieu et place de la condamnation à la mort, on fait la condamnation à perpétuité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent bien commettre des actes de barbarie, ils peuvent tuer d'autres, en sachant que pour eux, le châtiment est connu d'avance. Il sera envoyé en prison à perpétuité, avec la possibilité d'interjeter, n'est-ce pas, la décision, de faire appel, et peut-être obtenir l'atténuation ou la relaxation. Avec la possibilité de corrompre, avec la possibilité, vous savez, corrompre la justice, la corruption, la concussion qui caractérise notre société. Très souvent, ils savent que je vais entrer, mais 3 mois après, 6 mois après, peut-être une année après, même quand on l'a condamné à 20 ans, il sera libéré. Même quand on a condamné quelqu'un à perpétuité, ce n'est pas qu'il va rester à vie. Plus tard, non seulement il peut être relâché, mais ce sont les mêmes personnes que vous voyez enceinter les gens en prison. Ils font des enfants en étant en prison. Alors, du coup, en prison, ils n'apprennent rien. Maintenant, parce que nous sommes en train de vouloir éclairer l'opinion par rapport à cette situation, à ces sujets. Alors, je ne sais pas, vous avez parlé de la corruption, qui aujourd'hui, en tout cas, gangrène toutes les institutions presque de la République. Est-ce que cette mesure, ou bien est-ce qu'il serait aussi impliqué dans cette mesure? Par exemple, on arrête un criminel,
il est condamné, et puis il a corrompu la justice par exemple, et puis il est relaxé. Non, mais chez nous, je vais vous dire une chose. En fait, la RDC, nous avons tous les outils de droit pour que l'on vive dans l'harmonie. Et tous. Le mal, c'est l'application. Je vais vous dire que la législation en la matière de corruption, c'est que les corrompus, il a le même traitement que les corrupteurs. C'est ce que dit la loi. C'est-à-dire, si les corrupteurs méritent 10 ans de prison, eh bien, les corrompus méritent autant. Vous comprenez? En cette matière, il est juste question que notre appareil judiciaire puisse faire son travail avec conscience, en mettant de côté l'esprit égocentrique qui les caractérise. Puisque vous voyez, par exemple, beaucoup de magistrats qui ne se gênent pas. Qui ne se gênent pas. Quand ils traitent les dossiers d'un opérateur économique qui a, par exemple, un parc automobile, la première des choses, c'est de dire, c'est d'être dur. Pas dur parce qu'il veut vraiment que celui-là change. C'est parce qu'il veut. C'est dur parce qu'il veut que celui-là soit obligé de négocier la relaxation ou l'atténuation. Vous comprenez? Et du coup, vous allez trouver des magistrats. Un magistrat arrivé à Goma, dans 2-3 mois, il peut facilement se taper une voiture TXL. Une voiture TXL, c'est dans les 30 000 $. Il a quel salaire pour se taper cette voiture? C'est comme ça. On devrait commencer à vérifier notre mode de vie par rapport à ce que nous avons comme revenu pour voir si y a même des rapprochements. Un magistrat, à peine arrivé, avec des biens au-delà de son revenu. Alors, comment il peut justifier ça? Ce sont là les preuves, les indices de la concussion, de la corruption qui caractérise notre société. Et c'est là le traîtrisme, c'est là que ça passe. Puisque c'est comme ça qu'on va attraper quelqu'un qui est en connivence avec les rebelles, même quand on l'a envoyé à, je ne sais moi, à TD, à PD. Mais écoutez, dans les jours qui suivent, si on n'a pas fait attention, la personne est déjà libérée. Déjà libérée. Alors que ce sont des gens qu'il faut bien garder, bien interroger, jusqu'à ce qu'ils dévoilent tout ce qu'il y a dans tout ce qui est en train d'être planifié contre la République. Alors, des gens comme ça, vous voulez qu'on les laisse en vie pour faire quoi? Pour vendre davantage, de plus en plus, le pays. Puisqu'en un certain moment, je vais vous dire, nous avons perdu le sens de l'honneur, la notion du bien public. Le bien public, aujourd'hui, dans notre pays, on appelle ça bien sans maître. Un bien public, un bien d'intérêt commun, d'intérêt général, qui devrait servir les générations actuelles et les générations à venir, on vous dit que c'est un bien sans maître. Donc, quelqu'un peut prendre sa part selon ses forces, et l'autre prend sa part selon ses forces. On préfère avoir des biens privés qu'avoir des biens communs. Ce qui est contradictoire à d'autres pays. Quand vous allez dans d'autres pays, moi qui ai la chance de voyager, quand vous allez dans d'autres pays, quand vous voyez un immeuble très sophistiqué, très coûteux, très luxueux, très prestigieux, ça n'appartient pas à un individu. C'est soit à l'État, soit à une société bien assise avec des comptes à banque et des affaires bien connues. Mais chez nous, ce sont des privés. Vous trouvez des privés avec des biens luxueux, prestigieux, mais sans revenu, sans emploi. Aujourd'hui, vous avez des gens qui trafiquent les noms du chef de l'État, qui trafiquent les noms du gouverneur, qui trafiquent les noms d'un ministre, ou du premier ministre, ou du vice-premier ministre, et qui ont des biens, seulement parce qu'ils soufflent à l'oreille de l'autorité. Des citoyens lambda qui ne sont pas avertis, ils pensent que c'est le bras droit du chef. Et puis, ils peuvent lui donner des dons, des legs, des choses, mais ce sont des corruptions morales.
Alors, ils savent qu'en faisant ça, il est en train de l'envoyer solliciter telle ou telle autre faveur auprès des décideurs. Alors, et c'est un danger. Monsieur Kukubira, alors on revient un peu sur les sujets. Et puis je prends encore le contexte du Nord Kivu. Vous savez très bien, la RDC a été agressée aujourd'hui par le Rwanda. Oui. Alors, il y a certains Congolais qui seraient en collaboration avec les rebelles du M23, certains qui sont déjà arrêtés et qui sont jusqu'aujourd'hui détenus par la justice. Alors, la peine de mort est là. Je ne sais pas, est-ce que, s'il s'avère que ces personnes collaboraient réellement avec les M23, pourront servir par exemple. Mais écoutez, est-ce qu'il est dit que toute personne qui est en connivence avec les M23 doit être pendue? Non, il ne faut pas faire une mauvaise interprétation. Il faut que les instructeurs du dossier, n'est-ce pas, le juge naturel des incriminés, puisque toute personne a droit à la défense. D'ailleurs, notre législation dispose que toute personne jouit de la présomption d'innocence jusqu'à ce que vérité soit établie, jusqu'à ce que la culpabilité soit établie. Ok? C'est-à-dire des preuves tangibles qui prouvent que tel est vraiment avec tel. Je vais vous surprendre peut-être si vous ne le savez pas. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont été amenés mano militaire de Goma à Kinshasa parce qu'en connivence avec les M23 et qui sont rentrés? Savez-vous cela? Je peux vous en citer autant que je connais personnellement. Ils ont pris l'avion mano militaire, des jets. Ils sont partis, d'autres ils sont rentrés. Vous avez suivi la dernière sortie du général Ekeng, le porte-parole de FARDC. Il vous a présenté des individus, n'est-ce pas? Parmi lesquels des députés. Des députés provinciaux. Et il a été clair dans sa communication. Il dit, lui, il est le commanditaire, celui qui se charge du recrutement. Il est le recruteur. Il a recruté son collègue X. Il est en train de continuer à recruter. Il a même recruté tel collaborateur. Mais, déjà dans sa communication, il a nuancé. Il dit, lui, c'est le cerveau moteur. Quand on est cerveau moteur, on ne peut pas avoir le même châtiment que celui qui est victime, puisqu'il a été influencé. On ne sait pourquoi il a finalement accepté d'aller dans 5 ans. Donc, ils n'auront pas le même châtiment. C'est pourquoi je vous dis, il y a même ceux-là qui sont partis parce qu'accusés d'être en connivence avec les agresseurs, avec les mouvements terroristes, mais qui sont déjà ramenés à Goma. Ils sont en famille. Ils sont en train d'évacuer librement à leurs activités. Vous comprenez ce que ça veut dire? Demain ou après-demain, vous allez voir votre confrère, Boujakera. Oui, oui. Il est déjà libre depuis. Il est déjà libre. Vous allez les voir reprendre ses activités, n'est-ce pas? Je suis en train de vous dire ceci pour vous rassurer que le gouvernement ne peut pas instituer une telle disposition seulement pour viser l'assassinat de ses compatriotes. Non. Je pense qu'il faut nuancer. C'est là dont on a le preuve qu'ils sont en train de trahir la nation. Et ça, c'est en violation de l'héritage que nous avons de Mouzé. Mouzé nous a appelé à 3 choses. Mouzé nous a appelé à travailler, et travailler dur, pour ne pas dépendre des autres. Mouzé nous a appelé à aimer et servir la patrie. N'est-ce pas? Et il a dit, il nous a demandé de ne jamais trahir la patrie. Puisque, ça c'est trop fort. Vous savez pourquoi? Puisque un citoyen qui trahit la nation, il se trahit lui-même. Moi, quand j'enseigne les cours de l'éducation à la citoyenneté, je ne cesse jamais, et je n'en dirai jamais assez, de rappeler aux citoyens qu'il n'y a pas de citoyen sans cité. Ok? Il y a 3 attributs pour qu'on appelle un espace, un État ou une nation. C'est d'abord le territoire, la population et les institutions, les gouvernants. Essentiellement ça.
Avant de compter le fait qu'il faut avoir une histoire commune, il faut avoir l'hymne national commune, il faut... Vous voyez? Bref, il n'y a pas de citoyen sans cité, et cela exige de tout citoyen de protéger la nation, d'aimer, de servir la nation. Et donc, tous ceux-là qui font le contraire, ce sont des gens qui méritent un traitement spécial. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas nous imposer les droits humains pour fragiliser davantage nos institutions. S'il y a des gens dont la culpabilité est prouvée, eh bien, ils méritent leur traitement. Voilà, Guy Kibira, nous sommes en train de finir cette émission. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous répondez à cette frange de la population qui pense que cette mesure n'était pas en tout cas la bienvenue en République démocratique du Congo? Je vais vous dire ceux-là qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Je vais d'abord vous dire, savez-vous qu'aujourd'hui, il y a un fait. Il y a aujourd'hui des dynamiques de la société civile partisane qui ont déjà des couleurs politiques par rapport à ce qui se passe au pays. Et donc, il y a aujourd'hui des revendications politiques qui passent par certains groupes dits de la société civile. Pouvez-vous comprendre dans un seul pays où il y a la société civile, force vive, nouvelle société civile, dynamique de la société civile, coordination, société civile du Congo, finalement, pourquoi on peut avoir autant de sociétés civiles? Pour combien de populations? Pour combien de populations? Pour l'unique population. Pour un seul peuple, 4 sociétés civiles. Attention, il faut chercher à savoir qui est à la base de la naissance de ces sociétés civiles. Vous savez qu'il y a des gens qui ont commencé des sociétés civiles qui sont devenus des ministres dans ces pays, qui sont devenus mandateurs. C'est ceux qui l'ont commencé d'ailleurs. Écoutez, ça veut dire que ces gens restent redevables à leurs autorités morales. Attention. Et les autorités morales entretiennent toujours leur base. Attention, j'ai vu certains qui sont entrés dans les institutions puisqu'appartenant à certains groupes de la société civile. Ça veut dire que ce secteur est déjà pollué. Il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas tout le monde qui revendique comme société civile qu'il est vraiment. Aujourd'hui, malheureusement, ça commence à ronger également les dynamiques des mouvements citoyens. Attention, attention. Mais je vais revenir à la question pour dire ceci. Les gens doivent garder leur mal en patience. Je suis moi-même contre que les gens profitent de cette disposition pour se régler des comptes politiquement parlant. C'est-à-dire, si les opinions de Guy Kibira ne m'arrangent pas et que je suis dans une position où je peux facilement l'indexer de trahison, n'est-ce pas? Et carrément, le châtiment devient la peine de mort. Non, là, ça ne va pas. Ça, c'est une déviation. En fait, dans toute chose, tout excès est nuisible. Il faut éviter de se régler des comptes, et ça, c'est une communication, c'est un message adressé aux politiques, quelle que soit la tendance. Puisque vous savez que l'opposition d'aujourd'hui peut devenir la majorité de demain. Et vous le savez très bien. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est ça. Il faut éviter que nous restions dans une sorte de recommencement infernal où les gens se règlent des comptes selon qu'ils sont aux affaires ou qu'ils ne le sont pas encore, mais ils gardent des rancines et un jour ils vont se régler des comptes. Moi je pense qu'il faut qu'on évite de faire des règlements de comptes sur le plan politique et que l'on puisse facilement coller aux gens la trahison ou des situations qui pousseraient à ce que la condamnation soit la peine de mort. Alors, voilà un peu ce que je voudrais souligner pour rassurer ceux-là qui ont peur. Alors, cette mesure, elle est la meilleure, elle est bonne. Mais maintenant, il faut des mesures d'accompagnement. Il y a cette population, il y a une personne qui ne connaît pas. Il s'agit de quoi effectivement? Alors, est-ce qu'il n'est pas peut-être, vous n'avez pas un message à passer au gouvernement, aux autorités pour que tout le monde comprenne que la peine de mort... Il y a une culture que nous n'avons pas ici au Congo, je préfère le dire ainsi. Nous n'avons pas cette culture de défense. De profiter de son droit de défense. D'abord, regardez, notre législation dispose que toute personne, n'est-ce pas, arrêtée, soit temporairement, soit... écoutez, toute personne jouit de la présomption d'innocence. Ok? Si on dit cela, c'est que même quand
même quand on vous indexe d'une situation donnée, on doit prouver, n'est-ce pas? Sauf cas de flagrance. Et vous savez que les procès de flagrance ont leurs procédures différentes de la procédure normale. Mais dans une situation normale, on doit prouver que réellement vous êtes auteur de tel ou tel acte et on doit justifier la sanction, puisque la sanction doit être légale, n'est-ce pas? Autant l'infraction est légale, la sanction doit également l'être. C'est pour dire que la population, toute la population, tous les gens qui me suivent doivent comprendre qu'ils jouissent de cette liberté, de cette présomption d'innocence, quel que soit ce qu'on leur accuse. Ils ont droit à leur juge naturel, à leur avocat d'abord, et ils doivent être traduits devant la juridiction compétente pour gérer leur dossier. Et c'est comme ça qu'on va enquêter et prouver soit sa culpabilité, soit son innocence. C'est simple. Et donc, moi, je voudrais rassurer les uns et les autres, à moins qu'ils aient des situations qu'ils se reprochent, ou des actes qu'ils posent dans l'informel, et qu'ils craignent que, finalement, ils vont commencer à être dénichés et être sanctionnés à la peine capitale, qui est la peine de la mort. Voilà ce que moi je dis. Mais quand je rappelle la situation, l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est une époque où les gens ont compris qu'ils risquaient des sanctions allant jusqu'à la mort, qu'ils ont commencé à changer. Puisque tu sais, les Congolais, moi je nous connais. Les Congolais, là, un Congolais c'est un viveur. Il aime trop la vie que si tu le menaces sur les chasser de cette terre, il devient sérieux. Si tu le menaces de restreindre ses libertés, il devient sérieux. Vous n'avez qu'à aller voir lorsqu'il traverse l'autre côté du pays. Ils ont peur d'être mis au cachot de l'autre côté du pays. Ils ont peur de la mort. Et donc, les Congolais, le mal congolais, il est devenu profond, qu'il faille toucher les nerfs les plus sensibles pour arriver à les redresser. C'est comme ça. Donc, c'est ça mon dernier mot par rapport à cette question. Moi, je ne me reproche de rien, mais si je tombe dans cette situation, je voudrais que la loi s'applique autant pour moi comme sur d'autres personnes. Et si tout le monde prend les choses de cette façon, c'est que tout le monde va décider de changer. Puisque ce qui est mal dans ce pays, c'est quoi? Tout le monde veut les changements, mais tout le monde ne veut pas changer. Allez, si tu poses la question aux Congolais, qui veut les changements? Tout le monde va mettre derrière les deux mains levées, va lever les deux mains. Mais pose la question, qui veut changer? Personne. Tu vas voir qu'ils vont tergiverser. C'est à peine que tu vas voir quelqu'un lever la main, timidement même. Et c'est ça le problème. Il faut donc travailler sur ça. C'est une question de mentalité. Ah, voilà. Guy Kibira, chef de division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté cohésion nationale. Je vous dis merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie Hope Channel pour m'avoir donné l'occasion de partager ma pensée par rapport à ce sujet combien intéressant dans notre pays, un sujet d'actualité. Je pense que ce n'est qu'un point de vue, mais je pense que, comme on dit chez nous, à Masukia, Kusiki, à Mesikia, et d'autres peuvent avoir leur point de vue. Mais je pense qu'il faut du bon sens pour que nous arrivions à changer et améliorer beaucoup de choses dans ce pays. Et voilà donc, chers téléspectateurs de Hope Channel Télévision, nous sommes à la fin de cette émission, vous l'avez donc remarqué. C'était donc un plaisir de vous savoir nombreux en train de regarder les programmes de Hope Channel Télévision partout à travers le monde. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez toujours à l'écoute des programmes de Hope Channel Télévision. Au revoir.